Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va aborder la problématique de la gestion des déchets nucléaires. Alors la France est un pays nucléaire pour ce qui est de la production de son énergie électrique. C'est une particularité unique au monde puisque 75% de notre électricité est produite à partir du nucléaire. Donc rappelons le principe des centrales thermiques, on chauffe de l'eau, cette eau vaporisée fait tourner des turbines qui fait tourner un alternateur et cela produit l'énergie électrique. Dans une centrale nucléaire, on a un circuit primaire qui utilise un combustible nucléaire. Ce circuit primaire va réchauffer l'eau d'un circuit secondaire et va permettre la vaporisation de cette eau. Alors le problème, c'est que cette source d'énergie, l'uranium 235, lorsqu'il est en fission et produit donc cette énergie, va libérer des produits de fission qui sont radioactifs. Donc nous verrons le principe de la fission des atomes d'uranium 235, le fait que cette production d'énergie produit inévitablement des déchets nucléaires radioactifs. Donc nous verrons ce qu'est la radioactivité, ce qu'est en particulier la courbe de décroissance radioactive pour un radioélément, puis nous verrons quelques exemples de déchets les plus couramment cités dans la presse. Enfin, on abordera le problème de la fusion, dite fusion thermonucléaire, que certains considèrent comme l'énergie de l'avenir. Alors commençons par la présentation de la fission de l'uranium 235. Donc nous avons ici deux équations qui traduisent le phénomène de fission nucléaire. Qu'est-ce que c'est que la fission? On prend un gros noyau, ici un noyau d'uranium 235. Il a la particularité, ça a été découvert dans les années 1940, que ce noyau, rencontrant un neutron, va se déstabiliser et va se scinder en deux noyaux plus légers, ici du krypton et du baryum. Avec cela, il va se produire trois autres neutrons. Alors, il peut aussi arriver que le noyau d'uranium, au lieu de donner du krypton et du baryum, donne d'autres noyaux fils, qui sont ici, par exemple, le xénon et le strontium. Alors, ça libère une colossale énergie. Pourquoi? Alors, c'est un peu délicat pour les premières littéraires et les premières économiques et sociales, mais on a ici des noyaux qui sont un peu plus légers. Le total de toutes ces particules est plus léger que les particules de départ. Donc le système a perdu de la masse, et d'après la célèbre relation d'Einstein, E égale mc2, si vous perdez de la masse, vous libérez de l'énergie. Donc c'est ça le principe d'une réaction nucléaire. Ici on a une fission, le noyau se scinde en deux morceaux et va libérer de l'énergie. Alors ça peut libérer de l'énergie sous forme d'une bombe nucléaire. C'est ce qui s'est passé malheureusement à Hiroshima en 1945, où les trois neutrons vont de nouveau alimenter une réaction sur un noyau d'uranium qui vont de nouveau libérer trois neutrons, etc. Et là on a une réaction en chaîne explosive. Donc on ne contrôle pas cette réaction en chaîne. Dans une centrale nucléaire, en principe, la réaction est contrôlée. Donc on s'arrange juste pour que les productions de ces trois neutrons soient avalées entre guillemets par des systèmes modérateurs. Bref, dans une centrale nucléaire, tout est sous contrôle en principe, et on produit de l'énergie nucléaire grâce à la fission de cet uranium 235. Donc on voit ici, on a ce qu'on appelle des crayons, et ces crayons vont constituer le réacteur nucléaire, enfin vont être le combustible du réacteur nucléaire. Ici on a la centrale de Paluel, et les réactions de fission d'uranium se passent dans les réacteurs qui sont enfermés dans ces dômes. Alors petit rappel, un noyau, on le représente de cette façon-là. Ici on a le noyau de lithium. Il contient 7 nucléons en tout, donc le noyau c'est cette particule qui est au centre de l'atome. Bon, moi je compte l'ensemble des particules du noyau, j'en ai 7, c'est ce qu'on appelle des nucléons. Et donc j'ai inscrit en haut à gauche le nombre total de nucléons. Et parmi ces nucléons, il y en a 3 qui sont chargés. Donc c'est ainsi qu'on représente le noyau, le nombre total de nucléons et le nombre de protons.
Donc ici par exemple, ça veut dire qu'on a 3 protons et 4 neutrons. Alors, qu'est-ce que la radioactivité? Le problème de cette fission de l'uranium-235, c'est qu'elle génère des noyaux qui sont radioactifs. Alors c'est quoi un noyau radioactif? Eh bien, c'est un noyau qui est instable et qui spontanément, sans qu'on ne fasse rien de particulier, va se désintégrer et va produire une particule très énergétique qui va avoir une grande vitesse, toute petite, et qui va avoir la particularité de pénétrer par exemple les tissus humains. Alors ça peut générer en cas d'irradiation élevée des brûlures, hein, c'est le cas par exemple pour les nombreux survivants d'Hiroshima. Ça peut provoquer aussi, puisque vous allez avoir des particules comme des électrons ici, hein, la particule bêta c'est un électron, cette particule va se déplacer dans le corps, va rencontrer des cellules, des molécules d'ADN, et va modifier éventuellement cette molécule d'ADN et induire des mutations génétiques. Donc le principe de la radioactivité, c'est que vous avez un noyau parent qui spontanément va se désintégrer en un noyau fils et une particule. Et c'est cette particule qui donne le rayonnement. Ce rayonnement qui peut être très dangereux. Alors par exemple, eh bien, le polonium 210 qui a servi à tuer un espion russe dans les années 2000, eh bien, ce noyau de polonium, donc c'est un gros noyau radioactif, eh bien, il se casse en un plus petit noyau, le plomb, un noyau de plomb 206, et une particule alpha qui est un noyau d'hélium. Il a suffi d'une dose de quelques 10 microgrammes pour tuer l'espion qui est mort en 3 semaines à l'hôpital. Alors, chaque radioélément, chaque noyau radioactif est caractérisé par ce qu'on appelle une demi-vie, ou une période, qu'on note généralement T majuscule. Alors c'est quoi la période? Eh bien c'est la durée au bout de laquelle la radioactivité de la substance est divisée par 2. Par exemple, je prends l'iode 131, qui est produit par les centrales nucléaires, par la fission de l'uranium. Eh bien cet iode 131, au bout de 8 jours, sa radioactivité va être divisée par 2. Exemple, ici j'ai l'activité d'un échantillon en Becquerel. Le Becquerel c'est le nombre de désintégrations par seconde. Bon, bah ici j'ai une échelle arbitraire, hein, il faut pas faire très attention à cette échelle-là. Bon, j'ai un certain niveau d'activité, ça veut dire que l'échantillon est radioactif. Et bien, au bout de 8 jours, qui est la période de l'iode 131, la radioactivité aura été diminuée par 2. Elle n'est pas nulle, hein, elle est seulement divisée par 2. Au bout de 4 jours, elle est divisée par 2, puis divisée par 2, etc., etc. Par contre, le césium 137, lui, il n'a pas une période de 8 jours, mais une période de 30 ans. Ça veut dire qu'il faut attendre 30 ans pour que la radioactivité due au césium 137 soit divisée par 2. Alors, ce sont deux éléments qu'on rencontre très souvent dans les problèmes de centrales nucléaires, parce que ils sont générés en grande quantité et provoquent des lésions sévères. Alors par exemple, à la suite de l'accident de Tchernobyl, là on a affaire à des déchets radioactifs qui ne sont pas contrôlés, hein, qui ont été émis dans l'atmosphère, qui a contaminé les champs et les environs. Eh bien on a pour 100 000 habitants, on voit que dans les années 90, 80, enfin bref, jusque dans les années 2000, une augmentation des cancers de la thyroïde, due en particulier à l'iode 131. Alors d'autres radioéléments, c'est-à-dire des déchets radioactifs, hein, qu'on peut très bien avoir après l'utilisation du combustible nucléaire. Par exemple, le plutonium 239, eh bien, il a une période ou demi-vie de 24 000 ans. Par gramme de plutonium 239, on a une activité qui est relativement élevée. Il faut imaginer que le Becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc ici, on a deux courbes de décroissance radioactive. L'iode 131, bon, bah, par exemple, si on a 100 mg d'iode, ça va donner un certain niveau d'activité radioactive. Bon, l'échelle est arbitraire, hein, on a pris un niveau 100 au début, et bien au bout de 8 jours, on n'a plus que 50 mg d'iode 131. Les autres iodes 131 se sont transformés, se sont désintégrés, donc ils ont disparu. Donc petit à petit, la radioactivité peut décroître. Alors comment on fait avec les combustibles nucléaires qui sont usés? Eh bien on les retraite
Et en particulier, on les entrepose dans des grandes piscines à l'usine de La Hague, où pendant un certain temps, eh bien, l'activité va être réduite du fait simplement de la durée. Si par exemple on prend 240 jours d'un échantillon d'iode 131, eh bien, au bout de 240 jours, on voit que l'activité est divisée par 1,15 10 puissance 18. Donc au bout de 240 jours, on peut dire que la radioactivité de l'iode 131 est quasi nulle. Par contre, pour le césium 137, là c'est une autre histoire, parce qu'il faut 30 ans pour voir la radioactivité du césium 137 divisée par 2. Alors ici on a des exemples de retombées de Tchernobyl. Bon, je vais relativement passer vite ce point-là. On voit que malgré tout que l'Est de la France a été relativement touché par ces retombées. Alors là on n'a pas vraiment des déchets radioactifs classiques, on a des déchets radioactifs dus à un accident nucléaire, tout comme à Fukushima où les déchets radioactifs ne sont pas contrôlés. En France, les déchets sont contrôlés. Alors on a des déchets à faible activité et des déchets de forte activité. On a des déchets de vie très courte, la période est inférieure à 100 jours, et puis des déchets dont la période peut dépasser les 30 ans. Donc pour ça, eh bien, on a des solutions différentes. Par exemple, pour les déchets de vie longue, eh bien, on a envisagé d'entreposer ces déchets dans des fûts, dans des galeries souterraines, sur des sites géologiques très particuliers, censés résister dans le temps à l'accumulation de ces barils de déchets radioactifs. Alors évidemment, ça pose problème, et les habitants de ces régions, pour certains, ne sont pas d'accord avec l'implantation de ces sites d'enfouissement de déchets. Alors, en France s'est développée une autre alternative, donc là on a affaire à de la recherche. Sur le site d'ITER, qui est à Cadarache, dans le sud de la France, on étudie la fusion thermonucléaire et on essaye de rendre possible ce qui se passe dans le cœur du Soleil, on essaye de le rendre possible sur Terre. Alors c'est quoi le principe de la fusion ? Là, ça n'est pas un gros noyau qui est scindé en deux, c'est deux petits noyaux, ici du deutérium et du tritium, qui s'assemblent pour former un noyau plus lourd. C'est ça qu'on appelle la fusion nucléaire. Elle est thermonucléaire parce qu'il faut une température extrêmement grande pour que ça puisse se faire. Simplement parce qu'en fait, ces noyaux-là, ils sont positifs. Plus c'est plus, ça se repousse. Donc en principe, ils ne devraient pas se rencontrer, ils ne devraient pas se mettre ensemble. Mais si la température est énorme, les noyaux vont se choquer entre eux et quelquefois, eh bien, ils vont se fusionner et donner par exemple ici ce noyau d'hélium. Et là, ça provoque une formidable énergie. Donc c'est aussi un moyen de libérer de l'énergie. Petit problème, c'est que le tritium, ici utilisé pour réaliser la fusion thermonucléaire, qui pourrait libérer une colossale énergie, on voit ici, 1 gramme de tritium, ça pourrait libérer 5 10 puissance 11 joules. Alors sachant qu'une tonne d'équivalent pétrole, c'est 4 10 puissance 10 joules, bon bah ça fait environ 10 tonnes équivalent pétrole, 1 gramme de tritium, et le tritium c'est de l'hydrogène. Donc on peut imaginer en fabriquer assez facilement. Malheureusement, le tritium est radioactif. Alors il y a de gros problèmes techniques pour résoudre tous les problèmes de cette fusion thermonucléaire, et ces problèmes ne sont pas encore solutionnés. Voilà, donc malheureusement, l'utilisation du combustible nucléaire, en particulier la fission de l'uranium-235, génère des produits radioactifs, et on ne peut pas faire autrement que de retraiter ces déchets. Et pour certains qui ont une durée de vie longue, nous serons obligés de les enfouir sous terre tant qu'on n'aura pas trouvé une autre solution. Alors ça pose des problèmes pour les générations futures, et en particulier des problèmes de communication. Comment les générations dans 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 ans vont savoir qu'il y a un site hautement radioactif sous leurs pieds, ou à proximité? C'est un grand problème de société. Je vous remercie.